Salam alaikum Mazoul Fillaoun, bonjour. Lorsqu'à la fin des années 50, la France coloniale comprit que l'indépendance de l'Algérie était devenue inéluctable, elle se mit en tête de réaliser deux objectifs. Le premier fut d'éradiquer les maquis de la Révolution à l'intérieur du pays, dans le même temps qu'elle envoya tous ses agents rejoindre l'armée des frontières à qui elle allait ouvrir un boulevard pour la prise du pouvoir. Ce but-là a été atteint de façon optimale, au point où ceux qu'elle avait mis sur les rails sont au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, et plus fidèles que jamais, même si la composante humaine a subi quelques retouches. Le deuxième objectif de la France coloniale était d'obtenir la scission entre le nord de l'Algérie et le Sahara. La France de l'époque avait en effet découvert, en marchant, que le Sahara était l'île au trésor, que non seulement il recelait des richesses souterraines de toutes sortes, mais qu'en plus, sa profondeur stratégique faisait de lui un territoire ultra important. Et le Sahara était d'autant plus alléchant qu'il était sous-peuplé, environ 1 million d'habitants à la fin des années 50. Les populations du Sahara commencèrent donc d'être approchées, entre guillemets, pour être préparées et surtout pour que la proposition vienne d'elle-même, vienne des gens du Sahara. Des notables et des personnalités de grande tente, comme on dit, furent sollicités pour la mission, pour convaincre Ness Sahara qu'un pays à eux seuls et associé à la France deviendrait un Eldorado, où nul parmi eux ne serait dans le besoin. La réaction ne se fit pas attendre. Non seulement les grands leaders de la révolution algérienne, comme Karim Belkacem, Rabbi Yarhamou, avertirent la France qu'il n'accepterait jamais qu'un seul centimètre carré de l'Algérie lui soit soustrait, mais le plus admirable est que Ness Sahara, par l'entremise de leurs vrais notables, à l'instar de Cheikh Bayoud, Chabani, Rabbi Yarhamham et d'autres, de nombreux autres, refusèrent de façon nette et tranchée toute initiative de ce genre et se détournèrent des chants des sirènes que leur susurraient certains des leurs. D'une seule et même voix, Ness Sahara répondirent que le Sahara faisait corps avec l'Algérie et que jamais ils ne s'en détacheraient pour tout l'or du monde. L'indépendance vint avec son lot de trahison. La France s'y livra à des essais nucléaires jusqu'à dans la deuxième moitié des années 60, dans le plus grand secret. Ness Sahara en payèrent un prix très lourd. Et le régime invoquait les accords d'Évian pour justifier sa connivence avec l'ancienne puissance coloniale. Le sujet était tabou. Quiconque osait l'évoquer seulement était un homme mort. Puis, petit à petit, les ressources du Sahara furent de plus en plus exploitées. Elles permirent à un régime despotique et incompétent de laisser croire que le pays était bien géré, que les Algériens ne manquaient de rien. L'exploitation de ces ressources naturelles profita à tout le pays. Il n'est pas de région enclavée, fût-elle, qui n'ait profité tôt ou tard des ressources de ce même Sahara. Jusqu'au moment où les Algériens désapprirent le travail, puisque l'argent des hydrocarbures était là pour boucher tous les trous, pour acheter la paix sociale, pour permettre à un régime illégitime de se maintenir à la tête du pays. Tout le monde profita, un tant soit peu, des richesses du Sahara qui étaient exploitées sans compter, sans même penser à en laisser un peu pour les générations futures. Les seuls, écoutez-moi bien, les seuls qui furent oubliés dans la grande Zerda furent Ness Sahara. Ceux-là même dont on suçait les richesses qui étaient sous leurs pieds, dont on polluait l'environnement, dont on saccageait les cultures et les oasis millénaires. Non seulement ils furent écartés du partage du butin, mais ils furent brimés, humiliés, méprisés, comme s'ils étaient des indigènes de nouveau colonisés par leurs propres compatriotes. Et que Ness Sahara, pour Ness Sahara, leurs compatriotes du Nord avaient plus de droits qu'eux.
sur leur propre sol. Ils n'eurent droit ni à des emplois, ni à des logements, ni à des aides, ni à la moindre considération. Tous les emplois générés par la formidable exploitation de leur sous-sol, quand je dis tous les emplois, ça veut dire presque tous les emplois, étaient attribués à Nas Tel, comme on dit, selon des quotas régionalistes. Chaque région du Tel s'était organisée en réseau et prenait de gré ou de force sa part du butin en emploi, en logement, en lot terrain, en marché public, etc. Malgré l'existence de lois qui contraignent l'employeur à ne recourir à des recrutements hors de la main-d'œuvre locale que dans les cas où il ne trouve pas les compétences et les qualifications requises, même les chauffeurs et les femmes de ménage étaient recrutés du Tel, chacun les ramenant de son bled. Oui, bien sûr, les gens du Tel aussi sont des Algériens. Et le Sahara est aussi leur pays. Mais pas en usant d'une telle discrimination. Pas en refusant de recruter Nas Sahara au prétexte qu'ils sont, écoutez bien, fainéants. Des gens qui ont planté et qui ont entretenu des millions de palmiers. Des gens qui ont entretenu pendant des siècles le fameux réseau des Fogara. On les traite de fainéants pour ne pas les recruter. Mais ne dit-on pas que c'est la mentalité de victime qui suscite celle du bourreau? Si Nas Sahara avait été moins placide, moins généreux, moins hospitalier, aurait-il été ainsi traité? Les aura-t-on oubliés jusque dans la construction d'hôpitaux, d'écoles, d'universités, de logements, d'aide à l'agriculture, d'aide à la création d'entreprises? Les aurait-on traités comme s'ils n'étaient pas chez eux, sur la terre de leurs aïeux? Aurait-on décidé, après leur avoir sucé le sang, après avoir vidé leur sous-sol de ses richesses hydrocarbures, de les achever, de tuer leur avenir, leur terre, leur nature, en lançant ce projet infâme de gage de schiste? L'aurait-on fait? Aurait-on ainsi poussé au désespoir leur jeunesse, jusqu'à ne plus laisser à celle-ci d'autre choix que des tentatives de suicide collectif pour attirer l'attention de leurs autres compatriotes sur leur misère, sur leur déchéance? Le temps est venu pour tous les Algériens de se rappeler que Nas Sahara sont leurs compatriotes, qu'ils doivent se tenir à leur côté lorsqu'ils sont opprimés. Sinon, ils ne devront s'en prendre qu'à eux-mêmes le jour où la colère explosera. Aujourd'hui, à Al-Watan, des chômeurs tentent un suicide collectif. TSA. Ouergla, sit-in ouvert contre le gaz de schiste. Et à Al-Watan encore, Hassim Saoud, des chômeurs bloquent l'accès à l'ENTP. Avec nous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Sofiane Gilali, président de Gil Jadid. C'est Sofiane Gilali, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, avec grand plaisir, M. Becheni. Merci à vous. Alors, vous avez entendu parler de cette tentative de suicide collectif de Ouergla? Bien entendu, ce sont des nouvelles qui font vite le tour du pays. Ce sont des nouvelles dramatiques parce que lorsque des jeunes n'ont plus aucun choix que de se donner la mort, c'est une tragédie. J'aimerais simplement rappeler qu'à côté des jeunes de Ouergla, à côté des chômeurs partout dans le sud, il y a aussi tous ces masses de jeunes dans le nord qui, eux, se jettent dans la mer et acceptent de mourir noyés, parfois dévorés par les poissons, et ils le disent, autant mourir dans l'eau que d'alimenter les vers une fois morts sur terre. C'est une tragédie nationale. Bien sûr que les gens du Sud aujourd'hui sont sous la lumière parce qu'il y a tellement d'injustices qu'ils vivent, et il y a les gaz de schiste qui font la une des journaux, mais c'est tout un pays qui a été malmené, qui a été violenté, qui a été mis sous séquestre. C'est une mafiocratie qui ne comprend rien à ce peuple, qui ne veut que ses propres intérêts et qui a oublié tout le reste. Malheureusement, tout le pays est dans cet état. Je me rappelle, une fois dans une petite ville à l'intérieur du pays, je disais aux citoyens, je vais vous raconter l'histoire d'une ville
Et je leur ai décrit comment cette ville était mal gérée, qui était sale, avec les routes avec plein de trous béants, comment la bureaucratie régnait en maître, comment les mafias locales agissaient en toute impunité. Alors tous ces citoyens m'avaient dit, oui, c'est ça, c'est notre ville. Eh bien, je leur ai répondu, ce n'est pas votre ville seulement. C'est aussi votre ville, mais toutes les villes d'Algérie. Nous vivons tous ce même malheur qu'un pouvoir infatué de lui-même, qui ne comprend et qui ne veut rien écouter, qui ne connaît que ses pulsions et ses instincts. C'est ce pouvoir-là qui a mis à sac et à jeu le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, malheureusement. Oui, mais oui, Soufiane Djilali, c'est vrai, je n'en dis qu'on vient pas, nous l'avons suffisamment dit et nous ne le répéterons jamais assez. Tout le pays est mal, tout le pays est en faillite, tout le pays est en train de partir en vrille, il n'y a aucun doute. Mais le sud, le Sahara, récemment nous discutions, vous et moi, au téléphone après votre retour de Ain Saleh, vous m'avez paru choqué, vous m'aviez dit, il faut voir la ville dans quel état elle est. Il faut voir les gens dans quelles conditions ils vivent. Absolument. Oui. Absolument. Et je ne veux pas faire une forme d'utilisation de la misère des gens. C'est tellement malheureux, c'est tellement tragique. Mais il est clair que les gens du Sud ont aussi des conditions climatiques, des conditions locales extrêmement dures, extrêmement pénibles, et qu'ils sont les oubliés. Ce sont comme les petits là au fin fond de la montagne ou dans un ravin. C'est aussi, je voyais ça hier seulement, sur une façade de la colline de Bouzaria qui donne sur Bab el-Oued, où on se demande comment les petits bidonvilles se nichent là-dedans et comment les gens peuvent vivre et survivre. C'est triste à pleurer. Alors, bien sûr que nos compatriotes du Sud sont dans une situation lamentable, mais je vous assure qu'il y a des millions d'Algériens qui sont à la lisière de la vie, de la dignité et de l'honneur. Alors, quand on se rappelle des slogans de M. Bouteflika, l'honneur et la dignité, et ces envolées lyriques, on se dit on est bien loin de ces paroles creuses, où certains hommes politiques se parlent à eux-mêmes. Ils se gonflent de vanité, mais qui oublient leurs responsabilités dans cette situation-là. Oui, Soufiane Djilali, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce régime a pu corrompre une partie du peuple algérien. Il faut appeler les choses par leur nom. Il a peut-être corrompu 30 ou 40% de la population qui ont des situations aujourd'hui enviables, qui n'ont jamais imaginé dans leurs rêves les plus fous, et donc qui considèrent que l'Algérie va très bien, que cette prospérité factice, c'est vraiment pour eux le paradis, mais il n'en demeure pas moins que 60 à 70% des Algériens vivent dans des conditions atroces, je vous le concède. Mais au Sahara, Soufiane Djilali, je vais vous donner un exemple. Oui. La loi sur le code du travail, elle fait obligation à l'employeur de ne recruter que dans la population locale. Et lorsque il n'y a plus de demande d'emploi dans la population locale, ou lorsqu'il ne trouve pas les qualifications qu'il recherche, ou les compétences, à ce moment-là, il peut recourir à des recrutements étrangers entre guillemets, ça veut dire qu'ils ne soient pas locaux. Or, au Sahara, on ne recrute pas les gens du Sahara, et on leur dit, vous êtes incompétents, vous êtes fainéants, vous ne savez rien faire, on ne leur a pas construit des centres de formation professionnelle, on ne leur a pas construit des instituts en matière pétrolière, gazière, etc. On ne leur a donné aucune chance. Et pour aller chercher des emplois dans les zones où il y a de l'emploi, il leur faut un laissez-passer. Monsieur Soufiane Djilali. On est tout à fait d'accord, il y a un déséquilibre flagrant entre les régions, mais encore une fois, bien que le Sud soit immense et qu'il soit la source de l'énergie et de l'argent de l'Algérie, mais je crois qu'il a été considéré comme le reste. Je vais dire quelque chose de très lourd, mais je vais vous le dire quand même. Oui. Vous savez, la caste qui est au pouvoir, elle considère le reste des Algériens, disons le mot, les autochtones. On les considère un peu comme des peaux rouges.
Oui. Eux, comme les Blancs, les Blancs qui ont pris le pouvoir, et le reste, nous autres, nous sommes des peaux rouges, certains un peu plus bruns ou plus rouges que d'autres, Oui. mais nous sommes finalement tous dans le même sac. Oui. Regardez les millions d'Algériens à l'étranger qui ont dû s'expatrier parce que leur honneur était bafoué en Algérie. Regardez le nombre de cerveaux qui ont quitté les universités parce qu'ils ne pouvaient plus souffrir que des petits mecs, entre guillemets, font ce qu'ils veulent, font la petite loi dans l'université qu'ils dirigent ou dans le laboratoire ou le pseudo-laboratoire. Il ne reste plus que ces gens-là intéressés par les billets d'argent et les frais de mission. Tout le reste a été mis entre parenthèses. Oui. Ce sont des millions d'Algériens qui errent partout dans la nature et qui ne trouvent pas un abri, qui ne trouvent pas un espoir. Oui. C'est pour cela qu'il est temps de changer. Il est temps qu'on se donne la main tous, du sud au nord, de Tamraset, Ain Gizem, Borj Badi Mokhtar, ou au nord à Cherchel, à Ténès, ou à Skikda et ailleurs. Il est temps que tous les Algériens s'unissent dans la fraternité et qui se disent ça suffit cet encanaillement. Il faut qu'on dise notre mot, il faut que ce pouvoir s'en aille, même dans les conditions de paix et de sécurité pour tout le monde, mais il faut qu'il s'en aille et qu'on laisse le pays entre des mains de gens plus intègres. Soufiane Djilali, penser aux autres. Soufiane Djilali, pour apporter de l'eau à votre moulin, vous parlez de l'Algérie d'en haut et de l'Algérie d'en bas, est-ce que vous savez que tous les barons du régime, tous, sans aucune exception, mais je parle des vrais barons, hein, je ne parle pas de leur nervi qu'ils utilisent, ou de leur pitbull, ou de leur chef de parti, ou de leur ministre tricule, je parle des vrais barons du régime, ceux qui ont le pouvoir depuis 62 à ce jour. Est-ce que vous savez qu'ils sont tous parents les uns des autres par les liens du mariage, puisqu'ils ne se marient qu'entre eux? Est-ce que vous le saviez? Bien sûr, ils ont constitué ce que disait Ibn Khaldoun une asabiya. Ah, voilà. C'est une asabiya. Une aïla, c'est plus que la asabiya. Du clan classique. C'est des liens de sang, c'est des liens de sol, c'est des liens de richesse, c'est des liens de parenté, etc. Et tout cela dépasse largement les autres clivages dans la société. Si régionalisme il y a, c'est un régionalisme qui est fondé d'abord sur des intérêts très, très lourds, très profonds. Oui. Et c'est pour cela que ce régime est tellement puissant et tellement fort. Vous savez, il a tout transformé comme une grande vache à traire. Le Sud pour avoir l'argent du pétrole pour faire taire la majorité des gens, mais pour une bonne part qu'il exploite pour lui-même, pour ses intérêts. Dans ce qui reste, dans soi-disant l'économie, mais qui n'est qu'un grand bazar où tout est importé. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans cette loi de finances 2015, par exemple, oui, ils viennent de mettre un système forfaitaire d'imposition à toutes les petites entreprises, PME, TPE, professions libérales, etc. Ils viennent de les mettre au forfait à, écoutez bien, oui, à 12% du chiffre d'affaires. Moi, je vous garantis que le mois prochain, lorsque tous les Algériens, la grande masse des Algériens, qui vivent de leur sueur, vont aller se présenter aux impôts, eh ben, on va vivre la révolution parce que payer 12% du chiffre d'affaires, c'est énorme. C'est remettre l'ensemble de ces bénéfices qui peuvent être aux alentours de 10% oui, avec le capital. Absolument. C'est donc, les gens disent qu'ils sont en train de vouloir tout nettoyer pour avoir le monopole de tout le commerce, le monopole de toute la petite entreprise, pour chasser les Algériens du travail. C'est une catastrophe qui est annoncée et je crois qu'on sera 30 millions sur les 38 millions d'Algériens qui allons se retrouver dans le chômage absolu pour que les 2 ou 3 millions qui sont en caste fermée puissent maintenir leur niveau de vie puisque le pétrole maintenant est descendu à 50% de sa valeur. Le problème, c'est que ces gens sont tellement incompétents qu'ils sont capables de se tirer une balle dans le pied eux-mêmes. Ça veut dire. Mais sinon, Soufiane Djilali, je voulais vous demander, après cette tentative de suicide collectif à Ouargla, qui attire notre attention sur ce chômage endémique,
sur ce formidable chômage, sur les conditions de vie atroces. Moi, j'ai vu où vivent les couches populaires les plus démunies à Ouargla. C'est atroce. Ils vivent dans des conditions. En été, vous ne pouvez pas rester 5 minutes. Et ces gens, ils souffrent de tout. Du manque de climatisation, du manque de travail, du manque de logement, du manque d'espace, du manque de considération. Est-ce que vous ne pensez pas que le temps est venu pour aider nos compatriotes du Sahara à obtenir au moins un travail? Est-ce que le temps n'est pas venu pour faire une sorte de forcing, je ne sais pas, à votre niveau politique, au niveau de la CLTD, attirer l'attention de l'opinion publique? Est-ce que vous ne pensez pas que ça vaille la peine de se concentrer sur ce grave problème? Absolument. C'est pour cela et pour tant d'autres choses qu'on essaye de s'organiser, de faire des partis politiques, de faire de l'opposition. Mais je vais vous dire, ces jours-ci, ces semaines, même les gens qui habitent ces régions du Sud exigent maintenant qu'on les respecte d'abord dans leur dignité, qu'on arrête immédiatement l'extraction du gaz de schiste qui les met en danger immédiat. C'est par cela qu'ils exigent. Ils ne veulent ni wilaya déléguée, ni développement, ni rien. Sinon, d'abord, arrêter les gaz de schiste, c'est l'élément essentiel. Donc, on ne va pas venir pour dire faisons du développement parce qu'ils auront l'impression qu'on veut dépasser la crise du schiste. Or, c'est pour ça que hier, en réunion dans l'instance de consultative et de suivi de l'opposition, tous les intervenants avaient appuyé très fortement l'idée qu'il faut faire pression sur le pouvoir pour qu'il arrête l'exploitation de gaz de schiste. Oui. À cet effet, le 24 février, on demande à tous les Algériens, et essentiellement ceux du Nord, de sortir, d'exiger la fin de l'exploitation des gaz de schiste. Il y en a marre que certains utilisent l'Algérie comme leur bien personnel. Donc, il faut d'abord se solidariser pour cela et rapidement changer ce pouvoir et se pencher enfin sur les questions de développement, du travail, de lutte contre le chômage, de la sécurité sociale, de la santé, etc., etc. On aura remarqué que jamais depuis l'indépendance, le Sud ne s'est autant mobilisé contre le gaz de schiste, mais aussi pour d'autres problèmes tels que le chômage. Et récemment, un de mes invités, qui est dans cette même émission, M. Hossein Malti, ex-PDG adjoint de Sonatrach, avait dit quelque chose de terrible. Il avait dit, attention, si l'on y prend garde, si l'on continue d'être aveugle et sourd aux cris de nos compatriotes du Sahara, nous allons droit vers le séparatisme. C'est énorme ce qu'il a dit. C'est énorme, mais malheureusement, c'est une idée qui circule aussi. Et ce n'est pas qu'à cause des gaz de schiste. Je l'ai entendu, moi, à Timimoun, il y a 2 ans, où on a discuté avec des gens. Parce que à force de tirer sur la corde, elle finit par rompre. Oui. Et les gens qui sont à la tête de ce pouvoir ne se soucient pas de l'avenir du pays. Ils ne pensent qu'à prolonger la fête et les orgies qu'ils mènent avec l'argent du peuple. Pour le reste, ils en sont purs. Et c'est pour cela, encore une fois, il faut se solidariser et il faut chasser ce pouvoir pour pouvoir entamer un long processus de réparation mémorielle, de réparation matérielle, de réparation morale. Sans cela, il n'y aura pas d'avenir pour le pays, ni pour le Sud, ni pour le Nord d'ailleurs. Sophia El Jilali, je vais vous poser une question et je vous demanderai de me répondre de façon franche, directe et qui veut dire vraiment ce que ça veut dire. Vous parlez de chasser ce régime, il faut le chasser. Tous les Algériens presque sont d'accord avec vous. Mais comment le chasser? Alors, franchement et sincèrement, là aussi, tout le monde a une responsabilité. Le pouvoir actuellement, je parle le mois de février 2015, il se trouve dans un état lamentable. Il vit des contradictions internes très profondes. Il est dans un état de paralysie. Le chef du clan lui-même étant pratiquement sourd, muet et aveugle, assis, paralysé, c'est le moment pour que l'opposition prenne des forces, pour que l'opposition avance dans ses revendications. Mais seule, elle ne fera rien. C'est au peuple de trancher.
Si le peuple est là, s'il soutient cette opposition, s'il nous montre qu'il est d'accord avec ce que l'on dit, on a besoin de son soutien pour continuer à l'aider. Sans lui, on ne fera rien. Tant que le peuple reste dans une forme de nihilisme, lorsqu'il accepte la résignation, lorsqu'il sort pour chanter et danser à cause d'un match de football, et il oublie ses frères qui meurent noyés dans la mer ou qui sont dans le sud et qui brûlent sous le soleil sans que personne ne bouge, ça veut dire que quelque part on le mérite. Donc soit ce peuple se décide et il nous montre que oui, il veut avancer, il veut changer et qu'il arrête de critiquer n'importe comment et sans rien faire. C'est le moment d'agir. Donc moi je dis aux Algériens, nous avons pris nos responsabilités. Nous sommes depuis des mois et des mois sur la brèche. Nous prenons des risques. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais où êtes-vous les Algériens? Où êtes-vous? Vous nous aviez abandonnés seuls. C'est à vous de bouger maintenant. Merci Soufiane Djilali pour ce cri du cœur. Je n'en entendais pas moins de vous. C'est très émouvant. Je vous remercie. J'espère que nos compatriotes vous auront écouté, entendu et qu'ils répondront tous présents. Khawala khair, salam alaikum, salama.